En Bretagne, la méthanisation sous pression, c'est la nouvelle enquête de l'ONG d'information Splan et c'est une enquête menée par Julie Lalouette-Geffroy qui est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors pour rappel, Splan, c'est une association bretonne, une ONG de lanceurs d'enquêtes. Alors vous fonctionnez un peu comme une agence de presse qui va réaliser des enquêtes qui sont ensuite diffusées via plusieurs médias, notamment les radios associatives en langue bretonne. Alors l'enquête qui est actuellement en cours de publication, en tout cas qui a été publiée ces dernières semaines, concerne la méthanisation. Vous, Julie Lalouette-Geffroy, vous avez mené cette enquête. Alors dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour qu'on comprenne bien les enjeux, quel est le principe de base de la méthanisation tel que ça devrait normalement s'organiser? La méthanisation, pour comprendre ce que c'est, on pourrait prendre l'image un peu d'une grosse marmite. On reconnaît la méthanisation quand on se promène dans la campagne. On voit ces dômes, souvent verts ou gris. Donc en fait, c'est une espèce de grosse marmite dans laquelle on met des matières organiques, c'est-à-dire des déchets agricoles qui sont des matières végétales ou animales, donc des déchets de culture ou des cultures complètes. Donc, et on pense par exemple au maïs, mais aussi des déchets animaux. Et donc là, c'est typiquement lisier fumier. On met tout ça dans cette espèce de grosse marmite qu'on touille, qu'on fait chauffer à peu près à 38 degrés. Et de là se dégage un gaz, le méthane, et une matière qui reste, une matière quand même qui est importante en termes de volume, qu'on appelle le digestat. Ce digestat est un engrais que l'on épand ensuite sur les champs. Le méthane, quant à lui, soit selon la technologie qu'on utilise, soit est converti en électricité et une autre partie est utilisée au niveau de sa chaleur. Donc ça permet de chauffer la maison qui est à côté, ou la porcherie, ou une serre, ou d'utiliser ça comme pour un atelier de séchage par exemple. Et une autre technologie qui se développe de plus en plus, qu'on appelle l'injection, permet d'injecter le gaz directement dans le réseau de gaz, c'est-à-dire dans les tuyaux. C'est une technologie qui coûte quand même assez cher, parce qu'il faut se raccorder en fait aux tuyaux déjà tout simplement. Donc ça nous amène à faire une méthanisation, des méthaniseurs qui sont plus importants en volume. Et donc là, on se retrouve non pas à utiliser forcément les déchets de sa propre exploitation agricole, complétés éventuellement par celle des voisins, mais avec des volumes de déchets plus importants, qui veut dire aller chercher ces déchets-là. Donc il faut des volumes, parce qu'un méthaniseur, cette marmite, il faut l'alimenter tout le temps, toute l'année, tous les jours. Donc ce qui amène à aller chercher des déchets qui viennent d'autres endroits, donc d'autres exploitations, mais aussi dans l'industrie agroalimentaire, que ce soit des déchets d'abattoirs, des déchets venant de laiterie, de cidrerie, ainsi de suite. Et donc il y a un business du déchet qui est en train de se développer en Bretagne. Oui, puisque votre enquête, bien sûr, concerne en particulier la Bretagne. La Bretagne, c'est un territoire qui est particulièrement concerné par la méthanisation, alors avec des particularités aussi, puisque je crois qu'il y a beaucoup de méthaniseurs, mais avec des installations peut-être plus petites par rapport à d'autres régions, c'est ça? Tout à fait, la Bretagne, c'est la deuxième région en termes de méthanisation. La première, c'est le Grand Est. Et ce qui caractérise la Bretagne, historiquement, au niveau de son territoire, c'est évidemment son agriculture et pour le coup, son élevage. Donc la méthanisation, elle s'est développée en fonction des agriculteurs, vu que ce sont eux qui ont porté le développement de cette technologie, parce que c'est eux qui ont les terres agricoles, qui sont les éleveurs, qui ont les déchets, donc assez naturellement ceux qui ont porté le développement de cette technologie-là, avec effectivement des méthaniseurs de petite taille comparés aux autres régions françaises. Donc effectivement, c'est la caractéristique de la Bretagne aujourd'hui. Plein de petites unités de méthanisation. Aujourd'hui, on en comptait 186 unités en janvier. Là, on a un petit peu augmenté. On a 25 unités de plus qui sont mises en fonctionnement depuis le début de l'année, là, en 6 mois. Et on devrait avoir une centaine d'unités supplémentaires pour l'an prochain. Donc on voit bien qu'il y a quand même un mouvement qui fait que ça se développe beaucoup ces dernières années. Alors la méthanisation, telle que vous nous l'avez présentée tout à l'heure, quand on commence à écouter la description, quand on commence à comprendre, forcément, d'abord, on se dit que c'est forcément une bonne chose puisqu'on va valoriser des déchets. Ça va permettre aussi de participer à cette fameuse indépendance énergétique dont on parle beaucoup en ce moment. Alors, pourquoi Splan et pourquoi vous, avec d'autres journalistes, vous êtes penchés sur cette question et qu'est-ce qui vous a poussé à enquêter justement sur la méthanisation ? Ce qui nous a poussé vers la méthanisation, vers ce sujet, c'est
que nous avons remarqué que qu'en Bretagne il y avait quand même beaucoup de dômes, ces dômes-là de méthanisation, qu'on en voyait quand même vraiment beaucoup, donc ça nous a interpellés. On voyait bien aussi en lisant la presse locale qu'il y avait aussi des contestations, des tensions avec les riverains, avec des gens qui s'inquiètent au niveau de cette technologie-là. Donc on s'est demandé qu'est-ce qu'il y a derrière, la carte postale vertueuse, où on nous présente ça souvent comme de l'économie circulaire, on utilise des déchets, on en fait de l'énergie, et de se demander, ok, c'est en train de se développer très rapidement, mais dans quelles conditions? Et c'est vraiment la question pour nous n'est pas du tout est-ce que la méthanisation c'est bien ou mal, c'est absolument pas notre sujet. La question qu'on se pose c'est comment elle se développe, dans quelles conditions et avec quelles conséquences sur le territoire breton. C'est vraiment ça la ligne en fait, la ligne rouge en fait qui irrigue, le fil rouge qui irrigue l'ensemble de l'enquête. Et c'est vrai que ces dernières années, forcément, on a été amené à entendre parler de plus en plus de méthanisation. Il y a eu notamment certaines histoires ou certaines affaires. On pense notamment à Châteaulin en 2020 avec de nombreux foyers bretons privés d'eau. Est-ce que ça fait partie aussi des actualités, puisque c'était assez récent quand même, il y a 2 ans, qui vous ont poussé à aller vers ce sujet? Tout à fait. L'accident de Châteaulin, c'était quand même 180 000 personnes sans eau potable pendant une semaine dans le sud du Finistère. Donc c'est quand même un accident important, avec des conséquences importantes pour la population. Et puis il y a tous les petits accidents qui ne touchent pas les habitants directement, c'est-à-dire où le robinet n'est pas fermé, mais ce sont des cours d'eau qui sont pollués avec ces digestats qui sont utilisés là comme engrais, les résidus de la méthanisation qui s'épandent sur les sols, provoquant des dommages au niveau de la faune et de la flore dans les cours d'eau. Donc on s'est demandé voilà qu'est-ce qui se passe. On voit ces petits accidents, des cuves renversées ici ou là, et c'est ça qu'on a voulu creuser pour essayer de mieux de se rendre compte. Est-ce que ce sont des petits accidents isolés ou est-ce qu'il y a un effet systémique, c'est-à-dire un phénomène assez général? Et c'est effectivement ce qu'on a trouvé. Il y a un phénomène général qui est documenté par les services de l'État, qui montre déjà qu'il y a une réglementation, mais qu'elle n'est pas mise en application parce que des régimes dérogatoires sont utilisés très largement en Bretagne, parce que nous avons des petites unités de méthanisation justement, et que les contrôles sont très faibles. Donc on se rend bien compte qu'en fait, en théorie, il y a le cadre réglementaire pour que la méthanisation puisse se développer dans de bonnes conditions, mais ce cadre ne peut pas être appliqué clairement, faute de contrôle. Et ça, les services de l'État l'expliquent très bien, ils le disent très bien dans leur courrier en disant, vu qu'il n'y a pas de contrôle, les porteurs de projets, ceux qui portent la méthanisation, ne vont pas forcément mettre en œuvre les mesures nécessaires pour limiter les risques sur l'environnement. Et ça, c'est écrit. Donc ça veut dire qu'il y a bien des risques qui étaient déjà connus, qui étaient déjà identifiés pour des organisations, pour des structures qui normalement auraient dû être encadrées, contrôlées. Et ça veut donc dire que ces risques sont devenus en fait des faits. Oui, tout à fait. Bon, après, ceci dit, quand on parle de risques, toute installation comporte des risques. La méthanisation est un processus globalement industriel, donc forcément, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on met en œuvre comporte des risques, et ces risques sont connus, et c'est pour ça justement qu'il y a une réglementation qui est mise en œuvre en disant plus l'installation est importante par exemple, plus il y a une diversité et une quantité de déchets importante, plus il faut avoir un cadre resserré, une réglementation resserrée. Donc ça, ce sont des choses qui existent déjà. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de contrôle et il n'y a pas de sanction. Du coup, à quoi bon finalement mettre en place tous les dispositifs nécessaires pour limiter les risques s'il n'y a pas de contrôle et qu'il n'y a pas de sanction? À quoi bon? C'est le principe de la peur du gendarme en fait. S'il n'y a pas de gendarme, à quoi bon? S'il n'y a pas de contrôleur dans le train, on peut être plus facilement tenté de ne pas payer son billet de train. C'est la même logique. Oui, vous dénoncez finalement ce qui pourrait être un laxisme de la part des pouvoirs publics. Mais du côté des structures incriminées, comment on se défend? Parce qu'on pourrait aussi en appeler à leur propre responsabilité. Alors dans votre enquête, il est question notamment d'erreurs de jeunesse. Est-ce qu'il faut comprendre que eux se défendent en se disant oui, on est en train de mettre en place, donc forcément des fois ça déborde? Oui, tout à fait, parce que effectivement la méthanisation c'est une technologie on peut plus vraiment dire naissante parce que ça a quand même commencé à se développer il y a une quinzaine d'années, mais c'est vrai qu'il y a des effets de seuil en fait qui sont passés au fur et à mesure, et il y a un temps de maturation finalement, de structuration de la filière. Les acteurs, les parties prenantes nous expliquent que effectivement il y a ce temps de maturation, qu'il y a des erreurs de jeunesse, des temps d'ajustement
d'encadrement, d'améliorer le matériel, d'avoir des formations, ce qui évidemment est vrai et s'entend tout à fait. Pour autant, les résultats sont là, on voit les accidents, des mesures sont mises en œuvre pour essayer d'améliorer la filière, que ce soit des chartes d'engagement, que ce soit des labels qualité au niveau du matériel, des formations professionnelles. Pour autant, nous n'avons pas trouvé de documents qui prouvent l'efficacité et les effets produits par ces mesures. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effets produits, mais c'est aussi que ces labels et ces formations sont assez récents, donc n'ont pas forcément non plus eu le temps de produire leurs effets. Alors il y a une association qui est importante en Bretagne, qui revient à plusieurs reprises dans votre enquête, c'est l'association Eau et Rivières de Bretagne, qui à plusieurs reprises donne l'alerte. Il y a notamment un exemple qui est donné, c'est du côté d'Arzal. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Sur le cas d'Arzal, on est effectivement où le porteur du projet se défend justement d'avoir eu des erreurs de jeunesse, d'être un pionnier de la filière et voilà, d'avoir connu des erreurs, d'avoir commis des erreurs. Pour autant, on voit quand même une répétition de pollution, des mises en demeure, des contrôles aussi. Et pour le coup, ça peut paraître paradoxal, mais d'un côté, nous avons des rapports sur l'ensemble de la Bretagne qui montrent la faiblesse des contrôles. Et pour le coup, sur cette installation, on voit quand même qu'il y a eu de nombreux contrôles répétés à cause de pollution qui sont documentés. Il y a eu des condamnations là-dessus. Mais cette personne est aussi, donne des formations sur comment réussir sa méthanisation. Donc c'est vrai qu'il y a des choses, qui peuvent sembler paradoxales. En tout cas, ce qui est clair, c'est que il y a eu sur ce cas précis des incidents à plusieurs reprises répétés. Une dernière mise en demeure est sortie en juin 2022. Donc voilà, on voit bien qu'il y a une répétition d'incidents, en tout cas sur ce cas-là, et on le retrouve sur d'autres sites également. Julie Lalouette-Geffroy, ce que vous révélez aussi dans votre enquête, c'est que les agriculteurs, finalement, pourraient aussi être perdants dans cette histoire. Complètement, parce que avec la nouvelle technologie qui est en train de se développer sur la méthanisation, en l'occurrence l'injection, les montants d'investissement sont beaucoup plus élevés qu'en cogénération. C'est-à-dire qu'on est de l'ordre de 5 millions d'euros pour de l'injection contre 1-2 millions d'euros pour de la cogénération, qui est la technologie initiale, si on veut, sur la méthanisation. Donc avec des volumes aussi importants, et donc pour que ce soit rentable, il faut des unités plus importantes, avec plus de déchets, plus de capacité de gestion aussi de ces allées et venues, de stockage. On passe sur une autre échelle. Et ce qui est en train de se passer, c'est que il y a des agriculteurs qui peuvent se mettre ensemble pour réussir à faire des unités plus importantes, mais on voit aussi de plus en plus arriver des industriels de l'énergie qui sont en train de s'installer sur ce marché, parce que on est sur un nouveau marché de l'énergie, et donc il y a une compétition comme sur tous les marchés, ce qui est assez logique. Il y a une concurrence entre les acteurs, et du coup ces acteurs de l'énergie sont en train de gagner du terrain en défaveur des agriculteurs. En défaveur dans le sens, ce qu'il faut comprendre, c'est que la méthanisation, cette production d'énergie est synonyme d'une valeur ajoutée. Et la question, c'est où va aller cet argent ? Dans les poches de qui ? Et au départ, on aurait pu se dire qu'en Bretagne, vu que ce sont les agriculteurs qui ont poussé pour développer cette technologie, c'est eux qui investissent, c'est eux qui prennent le risque, c'est eux qui récupèrent la valeur ajoutée. Et ça, c'est vrai jusqu'à peu près 2015. À partir de 2015, l'injection est en train de se développer avec des investissements plus importants. Là, de nouveaux acteurs arrivent qui investissent, et du coup, ce sont ceux qui investissent qui récupèrent la valeur ajoutée. Et ça, c'est en train de ne plus aller dans les poches des agriculteurs, mais dans celles des acteurs de l'énergie. Et on voit ce qui est en train de se développer également, c'est que les agriculteurs commencent à être des fournisseurs de matières pour les méthaniseurs, matière qui rentrera dans cette marmite pour faire du gaz. Donc ils deviennent en fait finalement, certains peuvent devenir fournisseurs de matières premières et c'est tout. Ce qui fait qu'ils deviennent un peu, si on veut, un peu comme des sous-traitants, des fournisseurs de matières premières, et c'est pas eux qui récupéreront la valeur ajoutée. Certains pourraient tout à fait dire c'est pas plus mal, comme ça on peut se concentrer sur son cœur de métier, par exemple l'élevage, et ne pas avoir envie de faire la méthanisation. Évidemment, là, ça c'est un cas individuel, mais nous, ce qu'on regarde à travers l'enquête, ce sont les dynamiques générales à travers la Bretagne, et on voit bien qu'il y a cette tendance qui est en train de se développer, avec des acteurs de l'énergie qui prennent de plus en plus de place, qui sont de plus en plus
important, et des agriculteurs qui perdent la main et qui, au fur et à mesure, se rapprochent de plus en plus du profil de celui qui fournit uniquement les matières premières. Dans cette enquête, on retrouve des cartes, des plans, des schémas. Et justement, pour ce qui peut paraître aussi comme un certain bouleversement dans le cadre d'une activité agricole, en tout cas sur l'exploitation agricole, pour les agricultrices, les agriculteurs concernés, c'est aussi le fait qu'installer une unité de méthanisation sur son exploitation, c'est pas anodin, ça prend quand même une sacrée place. Tout à fait. C'était très intéressant d'ailleurs l'illustration que Jean Leveugle a réalisée pour illustrer les différents volets de l'enquête. En fait, pour réaliser ce dessin, on est parti de plusieurs vues satellitaires d'exploitation faisant de la méthanisation. Et ainsi, on a montré en fait l'agrandissement de l'exploitation au fur et à mesure. Et là, le dessin, c'est une exploitation type. Et c'est étonnant, enfin ça m'a étonné parce que c'est par le dessin qu'on s'est vraiment rendu compte de l'agrandissement et de l'emprise au sol que représentait la méthanisation. C'est-à-dire que quand on passe, on voit juste les dômes, mais en fait derrière ça, il y a déjà tout le revêtement au sol parce qu'il faut pouvoir manœuvrer pour les camions qui chargent et déchargent. Il y a aussi tout le stockage de ces déchets. Et souvent, pas tout le temps bien sûr, il y a toujours des contre-exemples et des cas individuels, mais souvent la taille de l'exploitation et la taille des cheptels augmente avec la méthanisation. Et du coup, on voit cet agrandissement qui se fait au fur et à mesure dans le temps et avec la méthanisation. Alors dans votre enquête, vous parlez également de gâchis alimentaire. Il y a un volet qui est consacré à ce gâchis alimentaire. C'est un volet rédigé par votre collègue Raphaël Baldos. Alors clairement, ça peut surprendre quand à l'origine on conçoit la méthanisation justement comme une méthode plutôt vertueuse qui va au contraire permettre de valoriser des déchets. Alors qu'est-ce qu'il en est en réalité ? En fait, ce qui est en train de se passer, c'est toujours pareil, c'est une question de point de vue. Je prends l'exemple du maïs parce que c'est le cas le plus typique et le plus flagrant. Le maïs peut servir à la fois à nourrir les bêtes et à la fois à produire du méthane parce que c'est une culture qui dégage beaucoup de méthane. À la différence, par exemple, du lisier ou du fumier, qui est souvent présenté comme un déchet qu'on utilise en méthanisation, ce qui est vrai, mais qui dégage assez peu de méthane, à la différence des cultures. Et le maïs dégage beaucoup de méthane. Du coup, on se retrouve à se demander, en fait, avec des surfaces, de se dire, est-ce que ce maïs, on s'en sert pour nourrir les bêtes ou pour nourrir le méthaniseur, pour dégager du méthane? Et concrètement, produire de l'énergie, ça rapporte plus que la production alimentaire. On se retrouve du coup avec une concurrence, en fait, sur l'usage des terres agricoles, en prenant cet exemple-là du maïs. Donc c'est ça c'est un point effectivement de crispation et ça se voit parce que ça se voit depuis des années et ça se voit particulièrement en ce moment avec les questions de sécheresse où là en septembre là le prix du maïs a commencé à monter au point que la FDSEA d'Ille-et-Vilaine par exemple a interpellé la Chambre d'agriculture pour dire il faut réussir à mettre le haut là, les prix sont en train de monter trop haut. Donc la question que ça pose c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec les terres agricoles? Est-ce qu'elles doivent être 100% dédiées à l'alimentation des animaux, un petit peu pour l'énergie, un petit peu sur quelle proportion? Évidemment, nous, on n'a aucune réponse à apporter là-dessus. L'objectif, c'est plutôt de poser le débat et de se dire, en fait, c'est ça qui est en train de se passer. Des terres sont en train d'être dédiées à la méthanisation. Évidemment, ça renvoie aux questions, à toute l'affaire qui avait eu autour des agrocarburants, par exemple. Donc c'est important de pouvoir se poser des questions, de se rendre compte que c'est ça qui est en train de se passer et de porter dans le débat public jusqu'où est-ce qu'on veut aller là-dessus. Est-ce qu'il faut dédier une surface maximale par exemple? Est-ce que ça peut être 5, 10, 15, 20%? C'est quoi l'acceptabilité? Qu'est-ce qu'on pourrait accepter comme manière de dédier finalement ces terres agricoles à la méthanisation et de poser des gradients quoi. Oui, parce que justement, le problème que ça pose aujourd'hui, c'est que théoriquement, les agriculteurs ne sont pas autorisés à utiliser plus de 15% d'intrants issus de leur culture principale, si je me trompe pas. Et il y a donc, si on comprend bien, des astuces, c'est-à-dire des failles, qui permettent de contourner cette contrainte, c'est ça ?
Tout à fait. En fait, il y a des dates qui sont fixées et qui disent avant telle date, on est dans la catégorie sur un tableau, quoi. On est dans la catégorie culture principale ou dans la catégorie culture intermédiaire. Donc en fait, pour schématiser, en même temps, le passe-passe, il est assez simple. Si on sème avant telle date, on rentre dans une catégorie, et si on sème après telle autre date, on rentre dans l'autre catégorie. Donc cette limite des 15% de culture principale, donc 15%, la culture principale, donc c'est la culture majoritaire sur une parcelle. Cette limite des 15%, finalement, il suffit de semer à la bonne date pour que la culture change de case dans le tableau, en fait, et que cette culture, qui en réalité est une culture principale, mais rentre dans son tableau comme une culture intermédiaire. Je simplifie, je schématise un petit peu, mais c'est pour expliquer un peu le fonctionnement, en fait, le raisonnement, pour réussir à dépasser ces 15%. Ce qui fait que, en théorie, dans les tableaux, en fait, cette règle des 15% est respectée, et dans la pratique, on voit que c'est pas forcément le cas. Et ça fait partie justement des points un petit peu qui sont soulignés dans notre enquête et qui mériteraient justement que ce soit versé au débat public et de parler clairement en fait de qu'est-ce qui est en train de se passer dans les faits, c'est ce qu'on documente, et qu'est-ce qu'on en fait de ces informations-là et comment est-ce qu'on veut penser l'utilisation de nos terres agricoles. Julie Lalouette-Geffroy, le dernier volet de l'enquête de Splend sur la méthanisation, aborde un point qui résonne particulièrement et qui n'est pas beaucoup plus rassurant. Le titre en est « Les méthaniseurs clusters potentiels des maladies de demain ». Alors tout d'abord, est-ce que des liens ont déjà été faits, documentés, en Bretagne ou ailleurs, entre la présence de méthaniseurs sur une exploitation et des problèmes de santé, alors en l'occurrence pour le cheptel de cette même exploitation ? Non, il n'y a pas de document formel qui prouve le lien. C'est pour ça que dans le titre, on parle bien de potentiel de maladies de demain. Ceci étant dit, il y a des questions qui se posent et le temps de la science n'est pas le temps du développement de la méthanisation. Parce que pour bien comprendre, le temps de la recherche est assez lent et c'est bien normal parce qu'ils travaillent de manière précise. Donc ils prennent par exemple un déchet, une catégorie de déchets que l'on teste dans un méthaniseur pour voir dans quelle mesure les pathogènes, microbes, virus, etc. qu'on peut trouver à l'entrée, dans quelle mesure on les retrouve à la sortie. Et on fait ça par chaque catégorie de déchets avec différents types de configurations, différentes températures et ainsi de suite. Ça, c'est le protocole scientifique qui prend du temps. Dans la réalité, on se retrouve de plus en plus avec plein de sortes de déchets qui viennent de plein d'endroits différents, qui sont de plein de catégories différentes et de qualités différentes. On mélange tout ça et on épand. Et du coup, qu'est-ce qui se passe concrètement dans ces méthaniseurs aujourd'hui ? En fait, on ne sait pas parce que le temps de la recherche est plus lent que ça, ce qui est tout à fait logique, mais ça pose des questions. Et en se demandant si on met des déchets qui viennent de l'exploitation 1, 2 et 3, plus des abattoirs, plus les déchets d'une laiterie, plus ceux d'une cidrerie, plus ceci ou cela, on mélange tout ça, qu'est-ce que ça donne ? Ça, on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce que ça donne. Il y a des risques, des potentiels, oui, peut-être que c'est possible, mais on ne sait pas. Et rien ne le confirme, mais rien ne l'infirme non plus. Et c'est vrai qu'on peut quand même se demander, avec la question des épidémies, que ce soit d'un point de vue agricole ou de santé humaine, on a quand même connu une épidémie récemment et on a quand même compris, je pense tous, comment un pathogène pouvait se développer et circuler assez rapidement. Et des points comme ça de contact très importants qu'on a appelés des clusters, et c'est un mot qui est passé dans le langage courant maintenant, mais des clusters comme des abattoirs ou des méthaniseurs, simplement cluster dans le sens où c'est un point de rassemblement où il y a beaucoup de déchets d'endroits différents qui se rejoignent et qui après sont épandus dans d'autres endroits. Donc ce point de circulation, ce nœud de circulation, le méthaniseur peut en être un s'il se développe sur ce modèle qui est de plus en plus important. Donc en fait, ce volet-là a pour but de poser des questions et de s'interroger sur qu'est-ce qui peut arriver. Et effectivement, le temps que la recherche se fasse, ça peut être un temps c'est un temps qui est plus lent que celui de la réalité qui est en train de se développer extrêmement rapidement. Je vous le disais, là, depuis 6 mois, par exemple, on a eu 25 méthaniseurs de plus dans la région. Donc en moyenne, disons 6 par département. Alors bien sûr, on invite toutes nos auditrices et tous nos auditeurs à se rendre sur le site de Splend pour découvrir en détail les différents volets de cette enquête. J'ai encore quelques petites questions à vous poser. Déjà, est-ce que vous avez trouvé sur le territoire breton des exemples de méthaniseurs qui semblent, je dis bien qui semblent, un peu plus vertueux ou en tout cas moins inquiétants ?
Oui, effectivement, c'est toujours le côté frustrant, mais c'est vrai que l'enquête a pour but de montrer les dynamiques en cours. Donc forcément, on est en train de montrer les points de tension, les points qui posent question, et donc des choses qui peuvent être assez négatives. Mais de toute manière, il y a aussi des choses qui peuvent sembler très vertueuses. Je pense en particulier à des projets où tous les acteurs du territoire essayent de se mettre ensemble pour avoir un rendu cohérent. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que ça veut dire qu'il faut prendre en compte la ressource du territoire, c'est-à-dire les déchets disponibles, l'utilisation réelle et future. Est-ce qu'il vaut mieux utiliser la chaleur, par exemple, pour chauffer le gymnase, l'industrie d'à côté, etc. Et donc ça, il y a des projets comme ça, effectivement, qui semblent vertueux du point de vue de la cohérence territoriale. Il y en a d'autres qui peuvent sembler vertueux en termes de capacité à produire beaucoup de méthane. Et là, on pense aux objectifs énergétiques et du mix énergétique dans lequel la France s'inscrit. Donc, des projets évidemment vertueux, il y en a. Tout dépend ce qu'on entend par vertueux, par rapport à quels critères. Est-ce que c'est un critère sanitaire, environnemental, de production d'énergie, de territoire? Enfin voilà. Bien sûr qu'il y a des projets vertueux. Bien sûr qu'il y en a. Et enfin, est-ce que vous avez déjà eu des retours suite à la diffusion de cette enquête, des retours peut-être de pouvoirs publics, d'organisations, de syndicats ou autres ? Nous n'avons pas eu de retour de la part des pouvoirs publics ou des services de l'État ou des élus qui n'avaient pas déjà répondu à nos demandes d'entretien. Et nous n'avons pas eu de retour depuis la parution de l'enquête. Julie Lalouette-Geffroy, je rappelle que vous êtes journaliste et que vous avez travaillé sur cette enquête pour l'ONG Splan, qui travaille également avec d'autres médias, alors notamment Reporter, France 3 Bretagne, Basta, Mediapart, Le Peuple Breton, Radio Braise, le réseau des radios associatives en langue bretonne, et Dispac. On peut aussi préciser que Splan fonctionne en grande partie, voire uniquement, si je ne me trompe pas, avec les dons. Donc il y a la possibilité de soutenir Splan sur Hello Asso. Et quelle est la suite qui va être donnée à cette enquête? Est-ce que vous avez prévu justement de continuer à les diffuser, peut-être en participant à des tables rondes, des conférences, ou en tout cas en rencontrant des acteurs de ce secteur? Oui, tout à fait. Le Splan s'inscrit dans un journalisme d'impact, c'est-à-dire que notre objectif est une diffusion la plus large possible des enquêtes avec les partenariats que vous avez pu citer, et de pouvoir susciter le débat. Donc évidemment, on va suivre le débat, essayer de suivre qu'est-ce qui peut bouger, qu'est-ce qui peut évoluer, et de raconter à l'oral, à l'écrit, sous toutes les formes possibles, le fruit de cette enquête, que ce soit si on est invité dans des festivals, des salons ou autres, on ira pour raconter cette enquête et permettre à un maximum de personnes d'obtenir les informations, parce que notre but, voilà, c'est de pouvoir transmettre les informations que l'on a et de pouvoir servir le débat public. Julie Lalouette-Geffroy, merci beaucoup d'avoir été en liaison avec nous pour nous présenter votre travail et cette enquête. Merci, bonne journée. Chant contre chant, l'entretien.